Amis du Chronodox, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une exposition universelle que vous n'avez jamais pu voir, puisqu'il s'agit de la première en 1851. C'est une exposition universelle qui porte sur le thème du travail et de l'industrie. De là, on peut se demander quelle influence a l'exposition universelle de 1851 sur le développement économique et comment cette exposition a-t-elle fait avancer le développement de l'industrie. L'exposition de 1851 se déroule à Londres dans un gigantesque monument construit exprès pour, le Crystal Palace. Construit par Joseph Paxton, le jardinier de la reine, il accueillera un peu plus de 6 millions de visiteurs pour 28 pays participants avec un total de 13 937 exposants, dont 7 381 anglais. Le comité de construction décide de monter un édifice qui reflète l'état des arts et sciences de la construction. Paxton s'impose comme l'image même de la construction moderne. Construit en fer et en verre, cette énorme serre aura donné beaucoup d'envie d'imitation. Le choix de la position a beaucoup été critiqué par les propriétaires et les habitants qui ne s'attendaient qu'au pire de cette exposition. Ils craignaient l'ennui et la dévalorisation de leurs biens. Mais encore, les parlementaires protectionnistes craignaient que la foule abîme ou détruise le parc et ses arbres centenaires. Les emplacements dans le Crystal Palace sont fournis gratuitement aux exposants, mais ils sont placés dans un certain ordre. La partie est est réservée aux pays étrangers, tandis que l'autre moitié est occupée par la Grande-Bretagne et les colonies anglaises. De manque de place avec un seul bâtiment, des annexes provisoires sont mises sur pied afin d'y gagner de l'espace. 7 hectares seront couverts sur 8 pour la superficie totale de l'exposition. Mais cet agrandissement viendra chambouler le plan global et reviendra à des dépenses coûteuses à la charge des organisateurs, voire des exposants. Tombant en pleine époque des révolutions industrielles, l'exposition est là pour étaler son savoir, éduquer le peuple et relever la classe moyenne en les lançant dans l'art de l'industrie. Mais seulement, le prix de l'entrée élevé à 1 livre sterling, un prix élevé pour les années 1850, empêche la classe moyenne de s'offrir cette visite. Mais des changements sont faits pour que tout le monde, même les classes sociales les plus démunies, puissent se rendre à l'exposition. Les prix sont arrangeants et changent en fonction des jours de la semaine. C'est en effet dans ces années que la machine à vapeur et les voies de chemin de fer prennent une certaine importance. Elles doublent, triplent, voire se multiplient par 18 pour l'Allemagne. L'exposition universelle n'est pas sans lien avec la révolution industrielle. Car comme nous le savons tous, c'est l'Angleterre qui débute dans cette révolution. Ils ne cessent d'augmenter leur production, ce qui amène un besoin d'ouvriers. Et c'est là l'exode rural. Avec le capitalisme et la création des propriétés privées, les petits paysans ne gagnent plus et partent en ville en tant qu'ouvriers et gagnent leur vie ainsi. Au final, la chaîne continue et la machine ainsi que l'industrie tournent. Mais, avec cela, la production de matières premières se doit de suivre aussi. Pour créer des pièces pour les nouvelles machines, des rails pour les chemins de fer ou encore des éléments de machines à vapeur, la sidérurgie rentre en compte et se développe. Après l'exposition universelle, c'est un Anglais qui trouve la solution. Sa machine lui permet de convertir 10 tonnes de fonte en pièces d'acier en une demi-heure, ce qui fait passer le prix de 50 livres sterling à 3 livres sterling la tonne. Le Royaume-Uni est un pays qui a beaucoup de ressources de charbon, mais par la suite, le développement des machines et de l'industrie épuisera le stock de matières premières. Mais le début des colonies arrive et le problème des ressources est résolu. Contrairement aux expositions suivantes que vous verrez dans nos prochaines vidéos, à Londres, il est interdit de vendre des objets ou même d'en afficher le prix à l'intérieur de l'infrastructure. Mais les négociations se font à l'extérieur. La vente de tabac et d'alcool est également interdite. Le choix des objets et installations exposés se font pour l'Angleterre par 330 comités locaux. On imagine que c'est 330 entreprises anglaises qui proposent chacune des objets à exposer pour avoir une exposition variée. Environ 100 000 objets ont été exposés d'une valeur estimée à 1 781 929 livres sterling. L'arrivée en masse des gens pour l'inauguration de l'exposition entraîne un certain nombre de mesures de sécurité. Tout d'abord pour la protection de la reine Victoria, puis il y a la peur que le Crystal Palace ne supporte pas toute cette pression de la foule. Pour cela, le gouvernement prévoit 100 000 soldats prêts à agir en toute éventualité. La reine se déplacera plusieurs fois à l'improviste accompagnée d'autres personnes hautement placées comme le roi de Belgique par exemple.
et en note ses impressions dans son journal. Son journal contient des descriptions et des sentiments à propos de l'exposition universelle. Il y a des propos en bien de son mari, des descriptions de machines, de pavillons, du palais même et de son jardinier qui l'a construit. C'est un journal qui parle en bien de cette exposition. Il n'y a pas beaucoup de descriptions de problèmes rencontrés ou d'autres imprévus durant l'expo, mais des inquiétudes sont ressenties lors du jour de l'ouverture. Il est clair qu'elle ne va pas le décrire en mal, puisqu'il n'est ressorti que du bon pour le Royaume-Uni, la reine Victoria et son cher et bien-aimé Albert. Le bilan des dépenses s'est élevé à 335 742 livres sterling pour 522 179 livres sterling de recettes. Et comme elle l'a écrit dans son journal, c'est un des plus grands et plus glorieux jours de notre vie, lequel est associé à jamais au nom de mon cher et bien-aimé Albert. Dans l'exposition, les machines sont présentées en mouvement. De ce fait, le progrès depuis le début du siècle peut être observé par tous. Joseph Whiteworth est un personnage important dans le développement des machines-outils. Certainement le plus important constructeur de ces machines à tâches répétitives et précises de son époque. Avec ces machines-outils, Whiteworth accède au marché américain. L'exposition universelle favorise également de nombreux échanges commerciaux entre nations pour pouvoir exposer leurs produits de chez eux. Une fois l'exposition terminée, place au démontage. Paxton aurait préféré que son palace reste à Hyde Park et soit transformé en un grand jardin d'hiver avec des expositions botaniques et ornithologiques. Mais au lieu de ça, le gouvernement décide que le Crystal Palace sera démonté et replacé à 10 km de Londres. Il sera réinauguré 3 ans après, en 1854. Il deviendra un musée historique et disparaîtra en 1936 dans un incendie, certains disent à cause d'un court-circuit. Pour conclure la réussite de cette première exposition universelle, c'est bien un échange universel qui se fait. Des gens viennent de partout pour apprendre, s'inspirer et s'instruire. De ce fait, les autres pays se mettent à suivre l'Angleterre, comme les États-Unis par exemple, et suivent avec d'autres mouvements et constructions révolutionnaires. De telles manifestations et organisations amènent une envie de faire à chaque fois plus. Un plus grand terrain, plus d'exposants, plus de visiteurs, plus de constructions et surtout avec plus de moyens. Les pays solidement industrialisés sont les premiers à vouloir organiser l'exposition suivante, car c'est tout de même une grande opération de propagande nationale. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Amis du Chronodox, au revoir et à la prochaine pour l'exposition de 1889 à Paris.